Ce site détruisait des vies. Qui avait bien pu le créer? If you like the drama, I mean, it's gonna get a lot worse. C'est l'homme le plus détesté d'Internet. Hunter Moore. Hunter Moore. Il se présentait comme le roi du revenge porn. Voyeurisme, viol, mythomanie, toxicité, vol et diffusion de données privées. Hunter avait visiblement décidé de faire le tour des crimes les plus susceptibles de le mettre derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Hello, moi c'est Erin et bienvenue sur cette première vidéo où vous allez faire la connaissance d'un gâcheur de vie professionnelle car oui, c'est ainsi qu'il avait pour habitude de se faire appeler. Après avoir quitté le lycée sans terminer son cursus, Hunter Moore s'est d'abord mis à la coiffure sur des tournages de contenu pornographique. Dans un même temps, il a fondé une entreprise de fêtes sexuelles qu'il a finalement vendue parce que c'était selon lui presque de la prostitution. À 26 ans, il poste une photo de sa partenaire nue sur ses réseaux sociaux pour se vanter de sa beauté auprès de ses amis. Une semaine plus tard, les vues s'élèvent à 14 000. Et c'est ainsi qu'a germé le pire projet dans la tête de cet homme, diffuser des photos de personnes nues, générer le plus de clics possible et tant qu'à faire, se faire un maximum d'argent sur le dos des victimes. C'est donc en 2010 qu'Hunter lance Is Anyone Up. Le concept ? Poster des photos de son ou sa partenaire nue qu'il ou elle aurait envoyé à titre privé dans le passé, le tout anonymement. Des photos bien souvent prises à l'insu des concernés dans le but de se venger d'une dispute, d'une rupture ou autre. Is Anyone Up devient rapidement la plateforme préférée des internautes, un lieu de prédilection pour pratiquer le revenge porn avant même que le terme ne soit inventé. Hunter Moore, alias l'homme le plus détesté d'internet, vient de créer un monstre. Une abomination certes, mais qui néanmoins lui rapporte beaucoup d'argent. Un an après son ouverture, le site reçoit déjà plus de 300 000 visites par jour et rapporte à Hunter environ 13 000 $ de revenus publicitaires par mois. Pendant qu'Hunter s'amuse de sa nouvelle situation financière, les victimes, elles, vivent l'enfer. En plus de son concept obscène, Is Anyone Up offre à ses utilisateurs la possibilité de joindre à chaque photo postée des informations liées aux réseaux sociaux de la personne, comme son compte Facebook, son compte Twitter et plus encore. Ainsi, 15 à 30 femmes par jour sont désormais victimes d'insultes, de harcèlement, de menaces et j'en passe. Parmi elles, des mères, des institutrices, des handicapés voient alors leur vie privée réduite à néant. Je ne pourrais jamais me remettre d'une telle humiliation. Vous vous demandez certainement comment ce site a pu proliférer sans qu'Hunter Moore ait à répondre de ses actes devant la justice. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est contenté d'évoquer l'irresponsabilité légale d'un émergeur de contenu. De son point de vue, il ne faisait que mettre la plateforme à disposition des internautes, mais n'était en rien responsable de ce qu'ils y postaient. Aux plaignants, il répondait simplement LOL, ou plus mature encore, leur envoyait une photo de son pénis. C'est donc ainsi qu'a persisté ce site pendant 16 longs mois. Heureusement, plus la polémique du harcèlement en ligne gonflait, plus Is Anyone Up était mal vu, attirant par conséquent toujours davantage le regard des autorités. Hunter Moore a soudainement semblé pris de remords face à l'intensification de photos de mineurs sur son site et a donc décidé de le fermer en 2012 avant de le vendre à un organisme de lutte contre le harcèlement nommé Bullyville. Mais la réalité est tout autre. James McGivney, un entrepreneur qui combat les tyrans du web, découvre Is Anyone Up. Anéanti par ce qu'il voit, il se promet de détruire la vie d'Hunter Moore et de mettre fin à ses horreurs. Il prend contact avec lui et lui fait comprendre que s'il ne lui vend pas rapidement son site, plus rien ne pourra le sauver de la prison. Hunter, inquiet pour son avenir, accepte. Is Anyone Up est racheté par James pour moins de 12 000 $ et transféré sur Bullyville avec en première page une lettre d'excuse de la part de Moore pour ses victimes. Ses fans, eux, sont sidérés et le voient désormais comme rien de plus qu'un lâcheur. Mais ils vont vite changer d'avis lorsqu'Hunter, toujours pas puni pour tout le mal qu'il a fait, va continuer d'être payé pour mixer, boire et faire la fête. C'est alors qu'Anonymous entre en scène. We will protect anyone who is victimized by abuse of our internet. Operation Any Bully. Operation Hunt Hunter engaged. We are anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Hunter Moore. Expect us. Il pirate son serveur, efface toutes ses données, toutes ses sauvegardes, efface son numéro de sécurité sociale et désactive son passeport pour s'assurer qu'il ne quitte pas le pays. Puis il vide son compte et reverse tout son argent à une association pour femmes battues. C'est seulement en janvier 2014, suite à la découverte d'échanges de mails qu'il a eu avec un hacker, qu'Hunter Moore est arrêté par le FBI. Il le payait pour pirater les messageries de ses prochaines victimes et trouver des photos d'elles nues afin qu'il puisse les publier. Ça a été le cas de la fille de Charlotte Lowe, ce qui a poussé sa mère à se battre sans relâche pour que justice soit rendue à chaque victime du site. En février 2015, Hunter Moore a alors plaidé coupable pour vol d'identité aggravé et aide et complicité dans l'accès non autorisé à un ordinateur et a ainsi été condamné à 2 ans et 6 mois de prison.
Il a également écopé d'une amende de 2000 $ et 146 $ de dédommagement. Puis, libéré en mai 2017, il a passé 3 ans sous contrôle judiciaire, à jamais banni des réseaux sociaux par la justice. Tandis que Charles Evans, le hacker, a lui été condamné à 7 ans de prison, ce qui est fou étant donné que Moore a pris seulement 2 ans alors que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. En sachant combien Is Anyone Up rapportait à Hunter, on peut comprendre que les victimes trouvent sa peine bien faible en comparaison du mal qu'il leur a fait. On pourrait penser que ce petit séjour en prison l'a ramené à la réalité, mais il a suffi d'une soirée dont il est sorti bien éméché pour qu'une toute nouvelle idée lui vienne en tête. Créer un nouveau site qui mettrait en place des éléments cartographiques afin de pouvoir traquer les victimes. Mais c'est pas tout! Il désirait également créer un réseau social, une application, ainsi qu'une série télévisée. Heureusement pour nous, il se contentera de publier un livre en 2018 sur sa version des faits intitulé Is Anyone Up? The Story of Revenge Porn. Un livre décrit comme plein d'histoires amusantes et faciles à digérer qui vous feront rire. Autant dire qu'on n'est pas sur des excuses, ni des remords. Aujourd'hui, très peu savent où se trouve Hunter, maintenant âgé de 36 ans. Bien qu'il ait été contacté par les équipes de la plateforme de streaming, celui-ci a décidé de ne pas participer à la série. Il s'est contenté de poster la bande-annonce du documentaire avec comme légende LOL. Avec tout ce que vous venez d'entendre, vous vous demandez certainement comment la culpabilité d'avoir brisé tant de vies ne semble en aucun cas affecter Hunter Moore. Car comme le prouvent ces milliers de victimes, des êtres insensibles à la culpabilité peuvent être impitoyables et causer d'énormes souffrances. Alors que faire de ce genre d'individus, me direz-vous? Sont-ils capables de changer? Ou bien devrions-nous les maintenir indéfiniment en prison pour éviter qu'ils deviennent un danger pour la société? Mais ressentent-ils vraiment aucune culpabilité? N'est-ce pas une simple façade qui cache autre chose? Quelque chose de plus malsain? C'est ce que nous allons voir. J'ai fait quelques recherches et il se trouve qu'Hunter Moore pourrait bien être un pervers narcissique, bien qu'il n'en possède pas tous les traits. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, il faut faire attention à l'utilisation erronée et abusive de ce terme. Aujourd'hui synonyme de manipulation et de harcèlement, la perversion narcissique est régulièrement utilisée pour désigner les auteurs de violences conjugales de toutes sortes. En effet, très souvent cités dans des magazines féminins, les pervers narcissiques sont régulièrement comparés à des vampires affectifs, des personnes qui se montrent d'abord séductrices pour ensuite détruire la vie de leur victime en la faisant passer pour folle. Une définition relativement floue qui pourrait tout aussi bien être attribuée à un mari menteur et infidèle. De plus, celle-ci s'avère particulièrement éloignée de celle évoquée par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier, inventeur du concept de pervers narcissique en 1950. Il explique dans son livre Les perversions narcissiques que dans une première approche, la perversion narcissique se caractérise par le besoin et le plaisir de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui. Un comportement qu'on ne peut donc pas attribuer à n'importe qui. Après lui, c'est la médecin, psychiatre et psychanalyste française Marie-France Irigoyen qui popularise ce terme en présentant le harcèlement moral comme mécanisme typique des pervers narcissiques, bien que les profils des harceleurs soient nombreux et variés. C'est donc dans son livre intitulé Malaise dans le travail qu'elle démêle le vrai du faux pour nous offrir une définition claire du harcèlement moral qui, selon elle, se caractérise par toute conduite abusive, comportement, paroles, actes, gestes, écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité d'autrui, mettant par la même occasion en péril son emploi ou dégradant son climat social. Une façon de détruire l'autre sans qu'il y ait des traces. Au fond, c'est une violence propre. En permettant d'associer au nude des informations liées aux réseaux sociaux des victimes, Hunter offre à ses internautes la possibilité de les harceler à l'intérieur même de leur sphère privée. Les victimes sont alors insultées, voire menacées aux yeux de leur famille, de leurs amis et de leurs employeurs, causant bien souvent la perte de leur emploi, voire même parfois celle de certains proches. De cette manière, Hunter devient détenteur de l'image de ses proies, qui le supplient alors de retirer leurs photos du site, bien évidemment sans résultat. Avec cette brève introduction sur le principal mécanisme du pervers narcissique, la question qui vous taraude désormais est certainement la suivante. La perversité est-elle innée? Est-elle présente dès la naissance? Et si ce n'est pas le cas, alors comment devient-on un pervers narcissique? Est-ce que harceler quelqu'un moralement suffit à nous faire basculer du côté obscur de la force? Ok, on se détend. Je crois qu'il est maintenant temps pour moi de vous présenter Jean-Charles Bouchou, un psychanalyste, écrivain et hypnothérapeute spécialisé dans la compréhension des mécanismes de défense menant certains individus à rigidifier leur comportement. Et il s'avère que parmi ses nombreux écrits se trouve un livre intitulé Les pervers narcissiques. Dans cet ouvrage, Bouchou nous parle entre autres de l'évolution de la perversité depuis l'enfance. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qui nous intéresse. Écoutez ça. Lorsqu'un bébé naît, il est incapable de distinguer le fantasme de la réalité et le moi du non-moi. Il est dans l'illusion de sa toute-puissance. Le pervers narcissique, n'ayant pas été rassuré dans son enfance, tente toujours de vérifier cette toute-puissance. C'est ce qu'Hunter cherche à faire en faisant de la vie de ses victimes un enfer tant qu'il ne retire pas leurs photos du site.
Comme tout pervers narcissique accompli, Hunter Moore est égocentrique, menteur et manipulateur. Plus il dévalorise, plus il se sent fort. Et pourtant, il est bien souvent admiré par ses internautes qui le voient comme un dieu. La création de ce lui tout-puissant n'est rien de plus qu'un manque de confiance en lui et en son image. S'il n'a pas pu trouver de reflet suffisamment bon dans son enfance pour se construire convenablement, et que celle-ci a plutôt été rythmée par un manque d'amour, un sentiment de rejet, des traumatismes ou encore des abus de la part des parents, le pervers narcissique va alors développer une image démesurée de lui-même pour ne plus souffrir. Ce qui laisse penser, bien qu'on n'en sache rien, qu'Hunter n'a certainement pas eu l'enfance rêvée. Bouchou nous dit également dans son chapitre sur l'identification projective que le pervers narcissique possède mais ne supporte pas certains traits acquis de ses parents. Pour s'en débarrasser, il les attribue à l'autre. On le voit dans les commentaires postés par Hunter pour dénigrer les victimes du site, la plupart sont des insultes que les victimes elles-mêmes auraient pu lui lancer. Néanmoins, le pervers narcissique doit également garder une bonne image de lui aux yeux du reste du monde. C'est un des mécanismes de défense appelé clivage que nous présente Freud dans son livre intitulé 3 mécanismes de défense. Bouchou dédie lui aussi un chapitre à ce mécanisme dans son livre, nous expliquant que tandis que le clivage vertical sépare le conscient de l'inconscient, le clivage horizontal divise la personnalité en deux, faisant coexister deux moi, l'un sain, l'autre malsain. Les mécanismes de défense pervers narcissique s'appuient sur un phénomène de clivage, c'est-à-dire je me coupe en deux et je montre le meilleur de moi-même, ou ce que j'ai envie de montrer, même si c'est que des paroles, et le plus mauvais, je vais le mettre de côté, et ça, je vais l'attribuer à une victime. Lorsque les victimes de Is Anyone Up l'accusent, Hunter se contente de leur dire qu'il ne fait que mettre la plateforme à disposition de ses internautes, mais qu'il n'est en rien responsable de ce qu'ils y postent. Ainsi, Hunter fait porter sa part mauvaise à un autre. Il en va de même quand il nie avoir fait appel à un pirate informatique face aux accusations du FBI. Bon Erin, tout ça c'est bien joli, mais ça ne nous explique pas vraiment pourquoi Hunter Moore ne semble ressentir aucune culpabilité. Attendez, j'y viens. Ce qu'il vous faut encore savoir, c'est que le pervers narcissique a pour habitude de faire porter aux autres sa rage, ses peurs, sa culpabilité, pour ne pas dire sa folie, afin de ne pas entrer en psychose. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie, et qui, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la folie, va tenter de rendre quelqu'un d'autre fou à sa place. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Il connaît la loi, il sait que ce qu'il fait est répréhensible, alors il dénie l'origine et la portée de ses actes et fait supporter à sa proie la culpabilité qui devrait être la sienne. S'il est démasqué, il n'est pas responsable. C'est toujours l'autre qui est coupable. Lorsqu'Hunter met à disposition cette plateforme, il éprouve de la culpabilité. Pour s'en débarrasser, il insulte et dénigre ses victimes, il les culpabilise pour se libérer. C'est-à-dire que si à un moment donné, il fait quelque chose et il se sent coupable, la pulsion intérieure est tellement insupportable pour lui qu'à ce moment-là, il dit « tu es coupable ». À partir du moment où il a dit « tu es coupable », il ne se sent plus coupable. Mais alors est-il possible de soigner un pervers narcissique ? Eh bien malheureusement, d'après notre cher Racamier, les personnes atteintes de ce trouble sont incapables de changer. Il le dit très clairement dans son livre Le génie des origines, il n'y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement espérer s'en sortir indemne. Puis une nouvelle fois dans son livre Les perversions narcissiques, le pervers narcissique est un narcissique en ce qu'il entend ne rien devoir à personne. Je me suis donc penchée sur la question et il s'avère que bon nombre de psychologues cliniciens soutiennent son point de vue. Certains développent même avec précision les raisons qui empêchent le pervers narcissique de guérir. Tout d'abord, le pervers narcissique a, comme son nom l'indique, une faille narcissique très importante qui le pousse à idéaliser sans cesse sa propre personne. Ensuite, comme on l'a vu précédemment, le harcèlement moral est son mode de fonctionnement. C'est en agissant ainsi qu'il se sent exister dans chacune des relations qu'il entretient avec autrui. Pourtant, il a conscience du mal qu'il fait. Et justement, il prend réellement plaisir à humilier et dénigrer ceux qui l'entourent jusqu'à les détruire. Le clivage, comme vous le savez maintenant, lui permet de se voir comme quelqu'un d'admirable, l'incitant à ne jamais se remettre en question. L'identification projective, quant à elle, lui permet de projeter tous ses défauts sur les autres afin qu'ils souffrent à sa place. De plus, le pervers narcissique ne peut aimer personne car cela reviendrait à potentiellement perdre le contrôle face aux sentiments et surtout à considérer et respecter l'autre comme une personne à part entière et non comme un outil au service de son narcissisme. En résumé, il n'a donc aucune empathie. Mais surtout, et je vais terminer là-dessus, le pervers narcissique ne souffre absolument pas de son trouble. Il va donc en aucun cas chercher à faire évoluer son comportement car il n'a aucune idée de ce qu'il aurait à y gagner. Tout suivi psychothérapeutique s'avère par conséquent inutile étant donné que sa réalité psychique est un vrai chaos et que son seul moyen de communication est la manipulation. Nous voilà arrivés au terme de cette analyse. Le but de cette vidéo n'était bien évidemment pas de pardonner les agissements d'un criminel, mais simplement de comprendre son fonctionnement. Et il ne faut pas oublier que l'emprise qu'un pervers narcissique a sur sa proie dépend de chaque cas.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a su vous éclairer sur la notion de perversité narcissique. Je vous souhaite à tous une belle suite de vie et à très vite sur ma chaîne Psychiatrie et Criminalité. A plus!